toutes et tous, on est en fin d'après-midi, il est quand même encore temps de vous saluer et il est encore temps de remercier les organisateurs de cette journée. De nous permettre de vous présenter le biblioguide en suicidologie, qui est un des biblioguides réalisé par la bibliothèque Henriet du GHU PPN. C'est la première fois que je voyais ça dans une diapo. Donc, entre nous, on l'appelle le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est beaucoup plus long. Je pense que je vais changer prochainement. On ne verra plus que du GHU PPN sur nos documents. Je suis Catherine Lavienne, la responsable de la bibliothèque, comme il vient de vous être dit. J'ai à mes côtés Pauline Jaillet, donc je suis documentaliste et responsable du biblioguide. Et sans micro, donc Pauline Jaillet, elle est documentaliste, elle est responsable du biblioguide suicidologie. C'est elle qui a réalisé et monté toutes les ressources qu'on va vous montrer après. On est très très contentes toutes les deux de pouvoir aujourd'hui vous présenter un produit documentaire ou un service documentaire. On a très très rarement l'occasion de faire ça, donc double merci. Nos usagers, j'espère, consomment nos produits documentaires et finalement on a assez peu d'échanges en dehors de nos enquêtes de satisfaction. On n'en a pas fait sur le biblioguide suicide. Aujourd'hui, on va tenter une photographie de l'état de départ. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà regardé le biblioguide suicide? Si vous voulez lever la main. Ok. Rendez-vous l'année prochaine, à la 4e journée. On aura une évaluation. Donc, je vous propose, si vous voulez suivre en direct, d'utiliser les marque-pages qui étaient disponibles à l'entrée. Vous avez un QR code, vous flashez, vous êtes sur la page du biblioguide, suicidologie. Vous pouvez aussi, si vous êtes sur un ordinateur, choisir le moteur que vous préférez pour rechercher, bibliothèque du GHU, et vous arrivez sur la page d'accueil du portail. Pour arriver à la présentation du biblioguide suicide, je vais vous expliquer un petit peu le GHU en quelques chiffres, assez rapidement. Ensuite, vous présentez la bibliothèque, ce qu'est la bibliothèque Henriet, à quoi elle sert et comment elle déploie ses services auprès des professionnels du GHU. Et enfin, Pauline vous présentera et vous emmènera naviguer sur le biblioguide suicidologie. Donc la première partie, ça va être très très court, et puis après, ça va être plus long avec Pauline. J'espère qu'on aura 2 minutes pour discuter. Et enfin, on passera la parole à Jean-Pierre pour pas la conclusion de la journée, mais une présentation de l'histoire du CRES, du Centre Ressources en Suicidologie, et de sa bibliothèque, qu'on a eu donc l'honneur de recevoir à la bibliothèque Henriet en don en décembre 2020. Donc d'abord le GHU. Le GHU, pour nous, c'est en premier 5600 professionnels de santé. On dit de santé parce qu'ils sont tous professionnels de l'établissement. C'est notre public favori. Donc tout ce qu'on fait, c'est plutôt pour eux. Ça ne rend pas nos services ou nos offres de produits documentaires inopérants pour d'autres professionnels, mais globalement, c'est plutôt ciblé pour eux. Et on les met à disposition de ces professionnels et de tous les internautes dans le portail des bibliothèques du GHU qu'on va voir après. Le GHU, c'est aussi donc c'est en offre de soins, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette structure, elle est très connue, je suppose, pour sa psychiatrie de secteur, donc 13 arrondissements sur 20 parisiens, 94, je crois, sites, 170 structures. Une offre de soins psychiatriques non sectorisée, donc les filières d'excellence, les troubles des comportements alimentaires, les troubles du vieillissement, par exemple, enfin la prise en charge des troubles du vieillissement, par exemple. Et puis aussi une offre de soins de MCO, pour le traitement des maladies neurologiques, alors on dit globalement AVC, tumeur, épilepsie, voilà. Donc, toute cette offre de soins, elle est soutenue par des services transversaux, nombreux, logistiques, comme dans tous les hôpitaux, et puis une activité quand même de recherche et d'enseignement très importante. Et nous, c'est avec ces 2 activités d'enseignement et de recherche qu'on est les plus en lien, la bibliothèque Henriet. Donc vous comprenez bien aussi qu'avec une telle masse d'offres, on dispose d'une richesse de sujets à traiter en documentation, en recherche bibliographique qui est très très importante, qui est très intéressante aussi, une richesse aussi de pratiques et d'approches. Donc ça se retrouve très très bien dans le biblioguide suicidologie, vous le verrez tout à l'heure. Donc la bibliothèque Henriet, on va aussi commencer par les personnes. C'est une équipe de 6 documentalistes, donc spécialisés.
et qui développe une offre de services de bibliographie, de formation, d'aide à la recherche documentaire, etc. Au sein donc d'un service qui est à la fois un centre de documentation hospitalier, qui accompagne les démarches d'amélioration continue et l'amélioration continue des pratiques des professionnels, on va dire. C'est aussi une sorte de bibliothèque universitaire. Il y a plein de services universitaires dans le GHU. Il y a des enseignants, il y a des chercheurs, il y a plein d'internes, il y a des externes, il y a des stagiaires, il y a des étudiants dans d'autres disciplines et plein d'autres disciplines que la psychiatrie ou les disciplines neurologiques. Et puis aussi, et ça c'est une caractéristique qui est rare, c'est une bibliothèque patrimoniale. Donc on dispose vraiment d'un fonds patrimonial de référence en France et on peut dire en Europe, en psychiatrie et en neurologie, et on le valorise au travers d'un programme de numérisation en collaboration avec la BNF. Vous retrouvez les collections de la bibliothèque, que ce soit des monographies ou des périodiques, dans Gallica, hein, la grande base de données de texte intégral française. Voilà. Donc à quoi ça ressemble un biblioguide Pauline va vous montrer, mais on n'y est pas encore tout à fait. Moi j'aimerais d'abord vous dire un petit peu plutôt à quoi ça sert. Pourquoi on a fait des biblioguides? Au milieu de cette grosse machine, à quoi ils servent ces biblioguides? On en a 16 actuellement sur notre portail, donc c'est beaucoup, ça veut dire qu'il y a 16 thématiques qui sont traitées. La plupart sont thématiques sur des sujets plutôt de psychopathologie, on va dire, et puis il y en a quelques-uns qui sont méthodologiques sur l'aide à la recherche documentaire. Donc, les objectifs, pourquoi on a fait ça? Premièrement, parce qu'on est toujours avide de donner les bases à nos usagers en documentation. Et donc répondre aux premières questions, les premières approches sur un sujet, des définitions, un peu d'histoire, parce que ça c'est quand même une mécanique intéressante. Est-ce qu'il y a des grands acteurs du sujet? Comment on les trouve? Comment on peut aller rapidement voir ce qu'ils font? Voilà. Et puis les publications de référence, ça c'est notre cœur de métier, bon, les manuels, les collections de revues. Donc ça c'est vraiment un premier objectif. Deuxième objectif, et là c'est très propre aux documentalistes, on est très très courageuse et très très persévérante, mais quand on peut simplifier les choses et les automatiser, on n'hésite pas. Donc on reçoit des questions identiques régulièrement. Donc nos biblioguides répondent aux questions récurrentes de nos usagers. Est-ce que vous auriez des données chiffrées sur? Ça c'est un grand classique. Voilà. Le nombre de passages aux urgences psychiatriques pendant 6 mois à tel endroit. Voilà, des choses comme ça. Ou alors, j'ai besoin de mettre à jour mes connaissances sur. Vous n'auriez pas des revues ou quels articles vous pourriez me conseiller sur. Donc on a les TCC par exemple, c'est une question très très fréquente. Donc on a des biblioguides qui répondent à ces questions-là. Le biblioguide suicidologie va beaucoup plus loin, il répond aussi quand même à la nécessité d'aller plus loin. Et c'est un point de départ, éventuellement, pour creuser encore plus une question. C'est pas juste des repères, juste pour répondre vite, c'est aussi pour avoir une ouverture complète sur la structure d'une thématique. C'est quand même quelque chose, un domaine extrêmement complexe et riche, la suicidologie. Donc voilà, par exemple, on en a d'autres qui sont comme ça. Et puis enfin, nos biblioguides, ils répondent aussi aux besoins institutionnels. L'établissement vient de changer de renouveler son projet d'établissement avec un fil rouge sur le partenariat en santé, par exemple. Donc, évidemment, on s'est dépêché de faire, avant que le projet d'établissement sorte si possible, un biblioguide sur le partenariat en santé. Voilà. Donc, bien sûr, c'est pas exhaustif. On est déjà, si on avait parlé ce matin, pendant toute la journée, on aurait rempli notre biblioguide de nouvelles informations. Mais bon, comme on vous a écouté, que ce soir on parlait, demain on va remplir notre biblioguide des nouvelles informations du jour. Donc on attend vos remarques, c'est prévu comme ça, on sait très bien que c'est pas exhaustif. En revanche, on fait un travail de validation de l'information et la plupart du temps, les documentalistes travaillent directement avec un professionnel spécialiste du sujet au GHU, en l'occurrence. Voilà. Pour nous contacter, utiliser les formulaires de contact. Il y en a dans chaque biblioguide et dans la page d'accueil. Et puis merci donc de contribuer. Et puis place à la démonstration avec Pauline. Merci.
Merci. Alors, je vous montre d'abord où trouver le formulaire de contact. C'est toujours dans la rubrique présentation. Tu n'as toujours pas de micro, donc on ne parle pas. Celui-là? Non, celui-là. Tu préfères celui-là? Je ne pourrais pas tenir le micro et en même temps. Comme ça va aller. Ouais. Donc oui, pour pouvoir nous contacter via le formulaire de contact, c'est dans notre biblioguide, c'est dans la rubrique présentation, donc dans chaque biblioguide. Et sur le portail, en page d'accueil, pardon. Donc on a un bouton « Poser une question au documentaliste ». Je voulais juste dire, avant de commencer sur le biblioguide, c'est que vous pouvez trouver l'étude sur la kétamine dont parlait ce matin le professeur Jolan sur le portail et également sur le biblioguide Suicidologie. Donc l'objectif du biblioguide Suicidologie, c'est de proposer des ressources pour aider à prévenir le phénomène suicidaire grâce à des informations à jour et les plus complètes possibles sur la suicidologie. Donc on a travaillé en lien étroit avec le professeur Jolan. Le biblioguide est articulé autour des enseignements de son DU de suicidologie. Donc ça nous a permis de disposer d'entrées thématiques déjà déterminées, ce qui fut un avantage assez conséquent en termes d'organisation territoriale et de recherche documentaire. D'organisation éditoriale, pardon. Donc les entrées thématiques sont organisées de façon à favoriser la connaissance, la compréhension et l'action. Donc la suicidologie est un domaine d'action et de recherche qui fait appel à de nombreuses disciplines et le biblioguide compte une quinzaine de rubriques. Donc je vous laisse le soin d'aller les découvrir et je vais vous en présenter juste 5 aujourd'hui. Alors première rubrique qu'on va découvrir, c'est la rubrique épidémiologie. Plus près, hein, si tu peux. Donc cette rubrique, elle a été construite pour répondre à la question « Quels sont les indicateurs clés pour une évaluation globale du phénomène suicidaire ?» Donc on a commencé par présenter ensemble les différentes sources de données chiffrées en France et à l'international en indiquant pour chacune, dans la mesure du possible, l'organisme porteur des données, la méthode de recueil des données et la périodicité de mise à jour. On a complété ce panorama par une sélection de publications présentant des résultats d'études épidémiologiques. Donc vous pouvez constater que ce sont des études publiées relativement récemment. J'essaye de dérouler pas trop vite pour pas fouler. Si tu le déroules toujours vers le bas, ça va. Il ne faut pas que je remonte. Pas trop. Alors j'ai besoin de remonter pour retourner sur mon biblioguide. Donc, Pardon. Donc une autre question qui nous est régulièrement posée par nos usagers, comme le disait Catherine, c'est quelles sont les revues spécialisées. Donc dans tous nos biblioguides, c'est la rubrique documents de référence qui répond à cette question. Donc on retrouve en document de référence évidemment les rapports de l'Observatoire national du suicide qui vient de publier son 5e rapport tout récemment. On présente également une sélection de manuels et de guides de référence. Et donc toutes nos revues spécialisées en suicidologie qui sont disponibles au GHU. Donc elles sont issues à la fois des dons de Fabrice Jolan et de Jean-Pierre Soubrier et également des abonnements souscrits par la bibliothèque. Donc pour information, pour la revue Crisis et Suicide and Life Threatening Behavior, nous avons les collections complètes. Donc toutes ces ressources sont à votre disposition si vous voulez venir les consulter à la bibliothèque, comme toutes les ressources du biblioguide évidemment. Alors juste au-dessus, la rubrique formation et enseignement. Donc elle recense des programmes de formation que vous devez déjà connaître sans doute. Donc on retrouve des programmes nationaux de formation à l'évaluation et à l'intervention de crises suicidaires, des formations à la prévention du suicide s'adressant à des publics distincts et les enseignements universitaires diplômants.
Donc on a le lien vers les cours magistraux réalisés par le professeur Jolan sur YouTube. Il faut juste tout accepter. Alors, si toutefois vous vouliez nous faire part d'un programme de formation, enfin, on n'a pas dû mettre toutes les formations, sans doute qu'il en manque. Donc, si toutefois vous voulez nous contacter pour nous faire part d'un programme de formation, n'hésitez pas à nous contacter avec le formulaire de contact. Je vous ai montré là. Alors, dans le bandeau gauche du portail, on a listé les organismes ressources. Donc, ça permet d'accéder facilement au site internet des grands organismes actifs en France et à l'international. Bon, je pense que vous connaissez déjà la veille stratégique de l'Observatoire national du suicide. Alors, normalement, dessous, on a également accès à la veille d'actualité mise à jour quotidiennement par InfoSuicide. Alors, c'est un flux RSS. Il était présent hier, il a disparu aujourd'hui, donc je pense qu'il sera là demain. Si vous voulez consulter. Alors, je terminerai par l'élément le plus original de ce biblio-guide. Donc, c'est une frise qui retrace les faits marquants de l'histoire moderne de la suicidologie de 1948 à nos jours. Donc, 1948, c'est l'ouverture du premier centre de prévention du suicide à Vienne par Erwin Ringel, jusqu'à 2021, donc l'entrée en fonctionnement du 31-14. Donc pareil, je vous laisserai, elle est assez longue, donc je vous laisserai la découvrir par vous-même. La plupart des dates et des éléments nous ont été fournis donc, par Jean-Pierre Soubrier et Fabrice Jolan, pour lesquels nous avons effectué des recherches d'illustration et des documents de référence. Donc, par exemple, en 1960, je ne sais plus où c'est. T'es pas sûr. C'est bon, c'est le lien du bas. Ouais, donc là, on a ajouté... alors, c'est un article de la revue Crisis qui retrace les 50 premières années de IASP, par exemple. Donc, je vais défiler vite fait pour arriver... C'est dommage parce qu'il... En 2012, à la création du CRES, donc du Centre ressources en suicidologie, dont Jean-Pierre Soubrier va vous retracer l'histoire dans quelques instants, du centre et de sa bibliothèque, jusqu'à son don à la bibliothèque Henriet en 2020. Alors merci de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation de disponibilité en termes de suicidologie et de suicidologie, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez vu que vous avez des petits dépliants avec le QR code qui est laissé à l'entrée pour les personnes qui souhaitent repartir avec les références de la vidéo. On mettra aussi sur le site au cas où les personnes n'auront pas souhaité y accéder. Est-ce qu'il y aurait des questions d'accès ou des questions concernant le contenu ou autres sur la vidéo? On donne la parole au professeur Soubrier qui souhaiterait parler de... Alors, juste, s'ils veulent venir consulter. Oui, mais tu l'as déjà dit. Je débranche. La parole est à vous. J'allais dire bonsoir après cette longue journée. Cette courte intervention évoquera, je l'espère, l'évolution de la prévention du suicide et de l'essor de la suicidologie
une science humaine contemporaine. Tout cela au fil des années, de mes années, depuis le début des années 60, et avec le recueil progressif d'une vaste documentation mondiale. Lors de cet exposé, à chaque fois que j'évoquerai un auteur, si j'y pense, je leverai le doigt afin d'indiquer que la référence existe bien dans la bibliothèque Henriet. En mai 1965, je rejoins mon poste d'interne dans le service de l'illustre Jean Delay, qui me confia à l'un de ses deux agrégés, Pierre Pichot. Le règle est d'effectuer une thèse dans le service. Néanmoins, je propose une exception selon un projet en cours de réalisation, un travail clinique effectué au centre de réanimation de l'hôpital Fernand-Vidal, où j'étais attaché, sur les suicidants rescapés de leur acte d'intoxication volontaire. Ce projet attira l'attention de Jean Delay. Pierre Pichot acceptera de présider ma thèse et il demandera pour moi la médaille d'argent de la faculté de médecine. À l'époque, toute bibliothèque comme celle de Sainte-Anne ne possédait pas d'ouvrage récent sur ce thème, la bibliographie étant en majorité anglophone. Dans mes recherches, j'avais découvert l'existence de 3 personnalités: le révérend Chadvara, fondateur des Samaritains à Londres en 1953, l'Association internationale pour la prévention du suicide, YASP, fondée à Vienne par Erwin Ringel en 1960, et du Centre de prévention du suicide de Los Angeles, fondé par Norman Farnborough et Louis Steinman en 1961. Par ce fait, mon projet de thèse s'associe à une demande de stage de chercheur à ce Centre de prévention du suicide de Los Angeles, bénéficiant d'un espace libre dans le cursus de mon internat. Pour cela, j'ai demandé et obtenu l'octroi d'une bourse à la commission franco-américaine Fulbright. Ce projet étant accepté, je m'y rends en novembre 1965 pour un séjour de 6 mois. Mais auparavant, en septembre, je participe au 3e congrès de YASP à Bâle, où je fais connaissance de l'élite de l'époque, à commencer par Norman Farnborough, mon référent pour le stage. Le révérend Chadvara, Erwin Stingel, fameux, Daglaé de Danemark, Schneider, et bien sûr le professeur Ringel, président fondateur de YASP. Mais aussi un groupe de Français qui ne s'étaient jamais rencontrés jusque-là. Seule la prévention du suicide et la suicidologie les ont fait rencontrer à Bâle. Je les cite. Le pasteur Casalis, fondateur de SOS Amitié France, Henri Dallan-Boileau, directeur de la Fondation de santé des étudiants de France, la clinique Dupré, le médecin-chef des armées, Louis Croc, et Claude Leroy, secrétaire général de la Société française d'hygiène mentale. Tous deviendront par la suite, en 1969, membres du conseil d'administration du groupement d'études et de prévention du suicide, fondé par Pierre Pichot, Jacques Védrine et moi-même. À partir de cette époque, j'ai donc pu bénéficier de la connaissance et récupérer la récupération de nombreux ouvrages attestant de la réalité de ce phénomène contemporain avec tous ses aspects, ses mystères, ses facteurs de risque multiples, et pour cela, le Centre de prévention de suicide de Los Angeles était bien le lieu où il fallait se rendre. L'équipe était composée de diverses personnes et de professions libérales, un historien, un prêtre, un biologiste, un philosophe et d'activités diverses. Tous sous le contrôle ouvert d'un trio exemplaire, Norman Farnborough, Edwin Steinman, psychologue, et de Robert Littman, psychiatre et psychanalyste. Tous 3 collaborant avec Théodore Corfé, magistrat coroner, pour la mise en place de l'autopsie psychologique des morts suspectes, et non pas, c'est pas autopsie psychologique du suicide, c'est autopsie psychologique de mort pour lequel le suicide est une possibilité. Ils avaient effectué l'expertise de Marilyn Monroe en 1962, dont la mort occupait toujours les esprits, 3 ans plus tard.
La condition finale de l'expertise étant, comme on peut l'entendre, dans un documentaire à consacrer à Normand Favreau en 2014, où je figure, décès d'un probable suicide par absorption toxique massive. Décès d'un probable suicide, c'est-à-dire probablement tardif. C'est de secours tardif. En 1968, internat terminé, je suis nommé chef de clinique dans le service du professeur Gauthier à l'hôpital Fernand-Vidal, avec la responsabilité de l'unité dite des pots de coma. Celle-ci nécessitant néanmoins une réorganisation complète et d'être institutionnalisée sous la forme d'une unité de post-vention suicide de 20 lits répartis en plusieurs chambres. L'équipe est constituée d'une psychologue à plein temps, d'une psychanalyste, d'une assistante sociale, d'un interne et de 2 externes. Cette activité donc sera complétée par l'acquisition régulière de nombreux documents et publications à partir d'assistants de collaboration à divers événements. En un mot, les prémices d'une bibliothèque suicidologique feront le jour. Me souvenant d'une remarque écrite d'Henri Gallo, dont je fus l'interne à la salpêtrière et à l'infirmerie psychiatrique, et même son successeur à l'infirmerie psychiatrique. Après une tentative de suicide, rien n'est fini, tout commence. Je répète, parce que vous avez pu l'entendre, la présentation de Marie tout à l'heure, après une tentative de suicide, rien n'est fini, tout commence. Les années 60 passent, avec en 1969, je l'ai indiqué, la création du groupement d'études et de prévention du suicide, deuxième association après l'association américaine de physiologie, fondée en 1968 par Emile Steinman. En 1970, Mme Simone Veil demande au directeur général de la Santé, le docteur Charbonneau, d'organiser un colloque au ministère de la Santé sur le thème intitulé « Le suicide », publié à la Législation française. De véritables assises faisant le point sur la situation du suicide en France et un peu ailleurs, et demandant un effort sur les statistiques avec un état des lieux. Par ce fait, l'INSERM ouvrira un bureau de recherche sur cette question. Il s'ensuivra l'établissement d'une liaison avec le bureau européen de l'OMS, dont je serai un des acteurs. Les années 80 verront l'évolution de l'activité du GEPS, avec l'organisation du Congrès mondial de l'IAS en 1981 à Paris, sur le thème dépression et suicide. Après 12 ans de présidence, le professeur Pichot se retira de notre groupement, mais demeurant bien entendu président d'honneur. L'activité mondiale de la prévention du suicide et de la suicidologie continuera de progresser avec l'amélioration des publications scientifiques et diverses réunions, rencontres, séminaires qui alimenteront mon fonds documentaire, augmentant en volume et en originalité. En 1997, une rencontre avec l'OMS et l'IAS, dont j'étais le président, décide de mettre en œuvre le programme Supré à une publication d'une série concernant les indications de prévention de suicide selon diverses activités professionnelles et autres, comme deuil et suicide, été évoqué tout à l'heure. La traduction en français me permit d'ajouter des références françaises. Dans les années 2000, en 2 épisodes, Bernard Kouchner reprend le dossier du suicide et lance les premières études. J'ai oublié de dire, excusez-moi, une petite erreur là, les ressources recueillies à partir de 95-97 n'étant plus anglophones, mais plurilingues, pluriculturelles, avec des découvertes majeures, comme par exemple les travaux d'Argentine de Nissan Lianpei reliant suicide et désespoir, effectués au centre d'assistance suicide de Buenos Aires. La récupération d'ouvrages sur le suicide dans diverses régions, comme les Baléares en catalan, en japonais, en coréen, en russe, malgré le tabou imposé du suicide, considéré dans ce pays, à l'époque, comme l'équivalent de la prostitution et de la délinquance séquelle du capitalisme. En 2012, Philippe Garrett, suicidologue averti,
directeur du centre médico-psychologique Poimincourt, m'invite à mettre en place toutes mes archives dans son institution en créant un centre de ressources en suicidologie, CRES, qui sera vite reconnu officiellement par les associations mondiales, l'Organisation mondiale de la santé, et au même titre que 5 autres structures mondiales identiques, ne parlons pas français. Un certain nombre de stagiaires de recherche furent accueillis, d'origines diverses et lointaines, comme l'Iran, la Moldavie, des États-Unis, selon une filière universitaire comprenant un programme de connaissances à la vie culturelle et scientifique de la France, et intéressés par la suicidologie française. Et internationale, ils étaient contents de retrouver des livres dans leur langue, et bien entendu des stagiaires français. Aussi, en 2021, ou 2020, pareil, il a paru nécessaire d'assurer la pérennisation ou la sauvegarde de ce fonds documentaire unique, ainsi que j'ai pu le lire quelque part, peut-être d'Hemingway, la vie n'est en fait que de rencontres. Fabrice Joland, il est là, me propose de transférer ce matériel à la bibliothèque Henriet de l'hôpital Sainte-Anne avec une offre que je n'ai pu refuser. 1965, Sainte-Anne, ma thèse, 2020-21, le fonds Jean-Pierre Soubrouillet en suicidologie. Vous comprendrez mon émotion. Permettez-moi une conclusion, acceptée par le chef. Que faudra-t-il retenir de ce survol depuis 1965, mesdames, messieurs? Un vaste développement de la recherche en suicidologie, étude scientifique du suicide, qui est une meilleure définition que celle qui vous a été donnée tout à l'heure. La nécessité d'organiser la prévention du suicide atteignant toutes les cultures, tous les actes, toutes les sociétés, tous les moments. Le tabou suicide a été ébranlé. Le notion de maladie mentale comme cause principale des suicides reconsidérée. L'amélioration épidémiologique des statistiques et des causes de mortalité. La reconnaissance politique de la réalité du phénomène suicide. Oui, il n'existe pas encore de définition unique du suicide, tant les facteurs sont nombreux, les facteurs de risque, les facteurs protecteurs, le suicide restant pour moi comme une pathologie du désespoir. Freud avait bien dit en 1910 dans son fameux séminaire à propos du suicide d'un groupe d'étudiants, « Messieurs, il nous faudra entendre encore quelque temps pour éclaircir cette question du suicide. » Je remercie la bibliothèque Henriet de l'hôpital Sainte-Anne d'assurer la sauvegarde et la pérennisation de ce fonds d'archives. Elles sont là. Bonne soirée. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à ceux qui sont restés. Une minute, 6 minutes. T'as été parfait. On va pouvoir aller boire des coups maintenant. Oui, c'était important pour moi que Jean-Pierre soit là pour vous présenter ce fonds, mais aussi parce que c'est une figure historique, comme je le disais tout à l'heure, la suicidologie. On a besoin de garder nos racines, hein, quoi qu'on fasse, mais aussi en suicidologie. Aujourd'hui, on a une suicidologie très scientifique, mais c'est possible. Ça a été possible parce qu'il y a eu des précurseurs comme ça qui ont cru à un moment où on n'y croyait pas à la prévention du suicide, et en plus c'était, comme tu l'as rappelé, quelque chose de très tabou. Alors le tabou est en train de tomber, la stigmatisation est en train de tomber, on organise les choses, c'est très bien grâce à vous, grâce aux institutions, etc. Et je vais m'arrêter là, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants pour leur très belle présentation. Pensez à la bibliothèque Henriet, avec, vous voyez, tout ce fonds. Pensez aussi à commenter si vous avez des choses, des idées, des choses qu'on pourrait développer, corriger des erreurs aussi, évidemment, il y en a plein, qu'on améliore tout ça. Et puis on reste en lien, on reste en contact, et peut-être qu'on se donne rendez-vous l'an prochain, si vous voulez bien, pour une nouvelle journée sur la prévention du suicide en Île-de-France. Et je vous souhaite une bonne soirée.